pas trop besoin de vous présenter, mais en tout cas, on peut quand même être sûr que là, on a deux grands témoins de l'industrie française, deux figures qui l'ont dirigée, défendue, parfois même redressée. Louis Gallois, que ce soit chez Airbus, à la SNCF ou chez PSA, et aujourd'hui avec votre casquette de président de la fabrique de l'industrie, Anne Lauvergeon, bien évidemment, ancienne présidente notamment d'Areva, aujourd'hui à la tête d'ALP, et figure engagée dans la tech et dans l'industrie du futur, avec un livre récent qui a pas mal fait parler, notamment sur la façon dont on utilise nos centrales nucléaires. Mais ça, c'est une autre question. Avec vous, on va tenter de répondre à une question simple, en tout cas, mais qui résume tout. La France a-t-elle encore une vraie ambition industrielle ? Louis Gallois, je vais débuter avec vous. Où on est, de votre point de vue à vous, je vais oser utiliser le mot de sage de l'industrie, où en est vraiment l'industrie française ? C'est une question à laquelle le président Martin a partiellement répondu. Si je voudrais faire ma réponse en deux parties. Jusqu'en 2024 et 2025, de l'autre côté. De 2016 à 2024, on a arrêté la désindustrialisation. C'est-à-dire que l'emploi industriel a légèrement cru, de l'ordre de 5% ou 6%. Le nombre d'usines, le fameux nombre d'usines, avait augmenté par rapport au... C'est-à-dire plus d'usines créées que d'usines arrêtées. Il y avait donc des éléments qui montraient que le processus de désindustrialisation était enrayé. C'est la première fois depuis 40 ans. Il faut bien le noter. C'est la première fois depuis 40 ans que nous avons passé 7 ou 8 ans avec un emploi industriel qui ne diminuait pas. Et moi, j'ai une petite expérience. J'étais directeur général de l'industrie il y a 35 ans. Donc j'ai une petite expérience. Alors tout n'était pas parfait, ce n'était pas le miracle. On n'a pas enclenché la réindustrialisation, qui voudrait dire qu'on est parti dans une dynamique de croissance de l'industrie forte. La balance commerciale des produits manufacturés est restée profondément déficitaire. Je rappelle que la France et les Français importent 65% des produits manufacturés qu'ils consomment. Allez chez Lidl ou chez Action et vous essayerez de trouver un produit français. C'est un défi. Donc, le gain de productivité n'était pas assez fort. Je reviendrai sur ce point, parce que c'est un des points sur lesquels il faut travailler. Mais il y avait, en arrêtant la désindustrialisation, il y avait la plateforme à partir de laquelle on pouvait rebondir. Et là, du coup, on est sur le verglas. Et je pense que ça crée un certain optimisme, une certaine confiance. Alors, nous vivons depuis la mi-2024 ou 2025 une période morose. Alors, il n'y a pas que la situation politique. Il y a la situation politique, c'est clair. Quand on ne sait pas quelle est la fiscalité qui vous sera appliquée l'année suivante, vous prenez des précautions. Vous vous mettez à la cape. Et actuellement, l'industrie se met à la cape. Les investissements industriels sont en 2025 légèrement inférieurs à ceux de 2024. Les implantations de robots industriels ont baissé de manière préoccupante. Donc on est dans une situation qui certainement pose question. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le prix de l'énergie aussi. Il y a la conjoncture internationale. L'Allemagne, notre principal client, ne va pas bien. Il y a la conjoncture internationale créée par M. Trump. Mais il y a surtout le bulldozer chinois devant nous. Tout cela fait que nous nous trouvons dans une situation où nous n'aurions vraiment pas besoin d'avoir le problème politique que nous avons actuellement. Parce qu'il en rajoute. Et lui, il tape sur le moral des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils savent faire face à la compétition internationale. Ils savent se battre pour ça. Mais face à quelqu'un qui a une institution qui est incapable de vous dire quels seront les impôts que vous paierez l'année prochaine, il y a très peu de choses à faire.
Mais une fois qu'on est face à ce constat, quels sont les leviers? Si on regarde cette fois le verre à moitié plein, Alors, parce que Patrick Martin donnait quelques indications. Quels sont les leviers? Quels sont les leviers? Le premier levier, c'est qu'il faut que nous retrouvions une forme de stabilité politique. Ça me paraît parfaitement clair, surtout dans un pays qui a tellement d'adhérence avec l'État. Mais je crois d'abord qu'il faut certainement poursuivre la politique de l'offre. C'est la politique qui nous a permis d'arrêter la désindustrialisation. Donc il faut la poursuivre. Il faut la poursuivre. La politique de l'offre, c'est la réduction des charges, mais pas fiscale ou sociale, mais pas uniquement. C'est aussi ce que évoquait le président Martin, les compétences. Moi, je pense que nous avons, je ne fais qu'énumérer, nous avons un problème de compétences. L'effondrement des mathématiques, le problème des lycées professionnels, le problème de la formation continue aux nouvelles technologies. Tout ça, c'est absolument essentiel pour fournir les compétences dont l'industrie a besoin. Le deuxième sujet, c'est la recherche et l'innovation. La France est profondément en retard en termes de recherche. Nous sommes, en termes de publications scientifiques, au 13e rang dans le monde, à égalité avec le Brésil. Alors que les Français croient qu'ils sont très bons. Bon, je pense qu'il y a... Et quand vous n'êtes pas bon en recherche, vous n'êtes pas bon en innovation. Et si vous n'êtes pas bon en innovation, les innovations ne pénètrent pas dans le tissu industriel. Je suis frappé de voir que nous sommes un des pays d'Europe où les technologies numériques pénètrent le plus difficilement dans le tissu industriel. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a un troisième sujet qui est l'énergie. Les Allemands viennent de décider un tarif spécial pour les électro-intensifs de 50 € le mégawattheure. C'est-à-dire environ 15 € de moins que ce que nous, on fournit à peu près aux électro-intensifs. C'est à peu près 15 € de moins que fournit EDF actuellement. Alors qu'ils ont une électricité qui est beaucoup plus coûteuse que la nôtre. Ça veut dire qu'ils ont donné à l'industrie une véritable priorité dans la tarification de l'électricité. Je pense que nous qui avons une base de production énergétique due à des personnes, et notamment à Anne, qui a joué un rôle décisif, nous avons une base énergétique de bien meilleure qualité. Nous allons nous retrouver avec des tarifs industriels plus élevés que l'Allemagne. Donc je pense que là, il faut qu'on réfléchisse à ça. Ce que vous voulez dire, c'est que EDF doit faire encore un effort ou l'État français doit aider EDF à faire cet effort? Monsieur Merz a été parfaitement clair. Il a dit que ça sera 50 centimes le mégawattheure. Ça coûte au gouvernement allemand entre 3 et 5 milliards. Donc on voit qui paye. Mais eux, ils ont encore un peu de sous dans les caisses. Voilà. Ça peut être dans les caisses ou ça peut être faire payer aux ménages plus cher. Mais enfin, je vous laisse le soin de faire l'arbitrage. Bon. Et le dernier point, également évoqué, c'est le financement. On a une épargne en France massive. Les Français épargnent 20% du revenu national. Nous sommes un record, nous sommes un niveau record historique. Cette épargne ne va pas assez vers l'investissement productif. C'est absolument décisif. Mais comment, quand il n'y a pas de confiance, vous faites sortir les 6 000 milliards d'épargne qu'il y a aujourd'hui sur les comptes? Moi, l'épargne française, elle va dans l'immobilier, elle va dans l'assurance vie, essentiellement en euros, c'est-à-dire en obligations, une partie en unité de compte, heureusement, et elle va dans les caisses d'épargne. Eh bien, il faut que sur ces différents leviers, il y ait une orientation vers l'appareil productif. Et je vais plus loin. En disant appareil productif, je pense qu'une révolution que doit faire le pays. Nous devons redevenir un pays de producteurs, un pays d'ingénieurs et un pays de producteurs. Nous étions un grand pays d'ingénieurs. Nous sommes en train de devenir de moins en moins. Nous avons... Je devais participer à une émission de télé où on posait la question: la France est-elle une grande puissance industrielle? Non, nous ne sommes pas une grande puissance industrielle.
Et il faut qu'on Et ça fait bien longtemps, malheureusement, malheureusement, qu'on ne l'est plus. On va revenir à vous, mais on va laisser la parole à Anne Lauvergeon. Merci d'être également avec nous pour cette REF Industrie. Le constat est très clair et excellemment posé par Louis Gallois. Est-ce qu'il faut choisir aussi nos batailles industrielles? Se dire, on ne peut pas gagner partout et donc décider de 3-4 secteurs dans lesquels, ou peut-être plus, mais dans lesquels on se dit, voilà, on y va à fond. Ah bah c'est sûr qu'il faut faire des choix, des arbitrages. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Louis. Je pense qu'il faut que l'on s'attaque aux origines du mal pour bien comprendre ce qui nous est arrivé et pour essayer effectivement de redresser la barre. Moi, je vois plusieurs origines. La première type d'origine, c'est au niveau européen. Au niveau européen, on a appliqué une politique de concurrence d'origine britannique de manière totale, c'est-à-dire qu'il fallait faire sauter les conglomérats, empêcher les regroupements, là où effectivement le monde entier faisait exactement le contraire, c'est-à-dire construisait des ensembles plus vastes. La deuxième politique néfaste au niveau européen, ça a été la politique énergétique allemande, qui s'est imposée à l'Europe, qui était le tout renouvelable, avec, sans le dire, le gaz russe, qui permettait effectivement de suppléer l'intermittence. La troisième dimension, ça a été de ne rien faire vis-à-vis du dumping chinois. Et quand vous regardez, par exemple, le développement des renouvelables, avec imposer pays par pays des quotas de renouvelables, que la France a accepté, eh bien, il n'y a jamais eu le souci de l'industrialisation de ces technologies en Europe. Et le dumping chinois a fonctionné de manière admirable, puisque la dernière entreprise significative dans le photovoltaïque a disparu. En France, à Vénissieux, c'était Bosch. Donc, vraiment là-dessus, une naïveté incroyable. Alors, cette naïveté perdure. Vous l'avez peut-être vu, mais ça a été extrêmement discret. Bon, bah, quand vous faites du photovoltaïque, il faut transformer l'énergie que vous avez reçue en énergie électrique. Donc, vous avez des petits ordinateurs qu'on appelle des onduleurs. Eh bien, plus de 75% de ces onduleurs sont fabriqués par des Chinois, et en particulier Huawei. Alors, vous avez un système où on interdit Huawei dans les télécoms parce que la Chine pourrait prendre, des intérêts chinois pourraient prendre le lead dans le système. Mais alors là, sur le photovoltaïque, l'idée qu'effectivement, on pourrait avoir une puissance étrangère qui arrête une partie du système, rien du tout. Et qui pour autant n'ouvre pas l'usine qui devait ouvrir dans l'est de la France, qui est pour le moment purement vide. Au niveau français, on a fait aussi d'énormes bêtises. Les premières bêtises, je dirais, la première, c'est la transposition. Transposition de directive, on est les seuls en Europe à exagérer à chaque fois qu'on fait une transposition. On en rajoute. On en rajoute parce que c'est tellement mieux d'en rajouter. Bon. Donc on s'impose à nous-mêmes des choses qui ne sont pas imposées aux autres pays européens. La deuxième dimension, ça a été, comme au niveau européen, en résonance, une normalisation à tout crin. Des normes partout, des règlements. Alors on peut les appeler dans les décrets d'application des lois. Un nombre de lois incalculable, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour faire une nouvelle entreprise industrielle, pour construire une usine, il faut un temps infiniment plus important qu'en Allemagne, qu'en Italie, que partout ailleurs. Et très franchement, c'est un parcours du combattant. Et plus votre investissement est important, plus vous êtes suspect. Alors si vous avez un très gros investissement, vous tombez dans la Commission nationale du débat public et vous avez droit à un débat national. Comme si, effectivement, investir en France de manière industrielle alors ça, était c'est des suspect. choses qui doivent un peu évoluer, logiquement, mais bon. Toujours pas. J'attends la suite, oui. Mais c'est toujours pas le cas. Donc, il faut apprendre de nos erreurs. Alors, moi, je suis présidente de la commission, co-président de la commission simplification et réforme de la puissance publique. La simplification est un sujet gigantesque. Alors, j'étais très heureuse de voir que dans le sondage IFOP qui a été fait, mais qu'on va dévoiler d'ici quelques minutes, donc on va encore garder un peu la surprise. J'en dis rien. Il y a une attente des Français sur la simplification qui est absolument considérable. Moi, je trouve que ça devrait être un combat à la fois des entreprises et des politiques. Ça fait 20 ans qu'on parle de simplification, 20 ans qu'on fait il faut des s'y lois. mettre.
On a réfléchi, maintenant on y va. Et il y a plein de simplifications évidentes. Il y a plein de choses qui permettent effectivement de rendre la vie de nos concitoyens plus facile. Alors, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, parce que quand vous vous intéressez à la simplification, vous allez avoir à la fois le stock de ce qui existe et puis le flux. Et le flux, il est aussi très important. On s'est attaqué historiquement un peu au stock. On ne s'est jamais attaqué à la problématique du flux. Alors, on a une loi de simplification, un projet de loi de simplification qui oscille depuis 2 ans et demi, là, finit peut-être par arriver quelque part. Je prends un exemple. Nouvelle réglementation, nouvelle loi. Normalement, il est exigé une étude d'impact. Bon, de notoriété publique, et les impétrants avouent que c'est fait à Bercy entre 10h du soir et minuit. Bon, alors on l'a vu sur le budget, une nouvelle taxe, pas pour autant de nouvelle étude d'impact. Exactement. Faire des vraies études d'impact sur les entreprises. Aller regarder et réfléchir avant de rajouter quelque chose de plus. Le rythme de l'étude d'impact, des vraies études d'impact, ça permettrait effectivement déjà de freiner la créativité considérable que l'on connaît. Alors, si je reviens sur l'énergie, sujet qui m'est cher, on est dans une situation ubuesque. Nous devrions être aujourd'hui d'abord les champions de la décarbonation. Grâce à l'hydraulique, grâce au nucléaire, grâce aux renouvelables, nous sommes à 95% décarbonés. Est-ce que quelque part, on en tire un profit collectif? Nullement. On est à un prix de l'électricité qui a énormément augmenté pendant la crise de 2022, qui a rebaissé, et tout le monde dit c'est formidable, c'est pas cher. On est à 50 €, c'est pas cher. On était à 15. On était l'électricité la moins chère d'Europe. Qui est-ce qui est le moins cher aujourd'hui? Eh bien, c'est la Suisse, c'est la Finlande, c'est la Suède, qui sont à des prix très inférieurs aux nôtres. Or, qu'est-ce qu'avait passé le gouvernement précédent, enfin précédent, ça oui, quand on calcule comme ça, on n'a pas fini la soirée. Hein, avant la dissolution, ils avaient passé un accord pour que les électro-intensifs payent entre 70 et 110 €. Là, on est revenu aux alentours de 65. Quoi. Mais expliquez-moi, ça n'a aucun sens. Le nucléaire, moi, l'inflation du nucléaire, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et quand vous grattez un peu, je vous recommande un très bon livre publié récemment. Quand vous regardez un petit peu... Donnez le titre, tant qu'on y est, vu que c'est le vôtre. Un secret si bien gardé. Voilà, pour le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël. On va le mettre là avec tous les joueurs. C'est le cadeau de Noël que j'espère à la France. Contrairement au discours que l'on a généralement, que nous avons un opérateur de centrale nucléaire remarquable en France. Donc pour vous, ça c'est le point clé, réussir à faire baisser les tarifs de l'électricité pour en refaire un élément compétitif. C'est un des points clés, c'est-à-dire que le jour où l'électricité est beaucoup moins chère, d'abord c'est du pouvoir d'achat pour les Français. Hein. Oui, mais Louis Gallois a dit qu'il fallait les faire payer les Français pour donner des tarifs moins chers aux entreprises. Ils vont avoir plus de pouvoir d'achat, donc ils pourront plus dépenser. Le sujet, il est essentiel, parce qu'il est essentiel pour l'industrie, il est essentiel pour les Français, et il est essentiel pour le prix de l'électricité à venir. Si vous prenez la PPE3, je m'excuse de parler... La PPE3 qu'on attend depuis des mois, qui ne sort pas. Elle est prête, mais elle ne sort pas. Heureusement qu'elle ne sort pas. La programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors c'est simple, c'est un espèce de système aspirateur pour faire plaisir à tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Alors beaucoup plus de nucléaire, beaucoup plus de renouvelables... Et puis, quand même, il faut justifier. Alors, pour justifier, on a expliqué que la consommation pourrait augmenter jusqu'à 30%, consommation électrique en France. La consommation d'énergie baisserait, mais le mix énergétique manque monterait. De chance, elle a baissé de 10% ces 20 dernières années. Donc, expliquez-moi pourquoi tout d'un coup, elle prendrait plus 30%. Et ce n'est pas les voitures électriques qui peuvent justifier de ça. Il y a une partie de l'électrification des usages de l'industrie qui viendrait pomper quand même une bonne partie de la production électrique. Comment voulez-vous que les industriels puissent investir massivement dans le passage du gaz à l'électricité, en pratique, quand ils ont des marges aussi faibles? Il faut être dans un principe de réalité. Ça, c'est certain.
parce De qu'en plus le choix l'électricité qui est technique fou. est encore compliqué. On va bientôt devoir arrêter cette conversation pour poursuivre la soirée. Mais Louis Gallois, je voudrais conclure avec vous. Je suis allé regarder votre rapport de 2012 et vous commenciez quasiment par la désindustrialisation, ce mal français. Si vous deviez écrire un rapport Louis Gallois 2.0 ce soir, quelle serait la première phrase ? Il faut faire de la France un pays de producteurs. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin de cette conversation. On peut vous applaudir tous les deux. Anne Lauvergeon et Louis Gallois qui étaient avec nous pour cette conversation d'ouverture. Allez-y, reprenez place. N'oubliez pas votre petite feuille et votre crayon, c'est parfait.